Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Je ne rencontre plus d'obstacles. Hors limite, Mon succès va grandissant. hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. La chance me sourit. Hors limite. Alors, il y a une autre expérience tout à fait fascinante que j'ai eue et dont je vais vous entretenir maintenant et que je rapporte dans la version longue du livre, qui est celle-là. J'avais d'abord fait un résumé, mais finalement, dans l'édition nouvelle, je pensais qu'il fallait détailler parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, j'espère y revenir là, parce que je vais aller en juin. Hein, je vais y aller en juin. Donc, je n'ai pas été à Tokyo depuis Fukushima, donc je vais y aller en juin pour voir ce que c'est devenu. Tout le monde se demande, est-ce que vraiment les Japonais ont beaucoup changé après Fukushima, après cette épreuve? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'ils ont l'habitude de grosses épreuves. Je pense que le bombardement de Tokyo en 1945, ajouté à Hiroshima et à Nagasaki, c'est une épreuve qui dépasse largement l'expérience de Fukushima, hein, franchement. Et puis en 1923, il y avait eu un énorme tremblement de terre. Tokyo était quasiment détruit. Hein. Ils ont l'habitude de survivre à ça. Enfin, je vais voir. Je vais aller dans les rues, puis je vais voir ce qui se passe et parler avec les gens. Parler avec les gens, c'est beaucoup dire. Hein. Parler avec les gens, c'est-à-dire, on dit bonjour. Bon, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas un mot d'anglais, il dit d'attendre, et puis il va chercher à deux rues de là, il va chercher quelqu'un qui a été 3 ans à San Francisco et qui connaît 14 mots d'anglais, donc il revient et on a une conversation, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, là, une chose que je raconte dans mon livre, je pense, j'ai fait une fois, plusieurs fois, j'ai fait des séjours un peu longs. 3 semaines, 1 mois, un peu plus même. Et dans ce cas, il faut loger. Hein. On ne va pas loger à l'hôtel, hein, pendant si longtemps. Donc, on m'avait trouvé un petit endroit. Et bon, à un certain moment, il fallait bien que je nettoie mes vêtements. Hein. Bon. Donc, j'allais dans le quartier à la Coin Laundry. Coin Laundry. Alors là, il y a la Coin Laundry, il y a toutes les dames du quartier qui sont là et font le linge. Alors, me voyant arriver, pleine de gentillesse, elles se sont précipitées sur moi pour m'expliquer comment me servir de la machine. C'est une machine américaine, hein. Tout est indiqué en anglais, mais enfin bon. Elle m'a expliqué, alors, il y a différentes manières de faire, hein, selon l'endroit. Est-ce qu'on met la lessive tout d'un coup? Est-ce qu'on la met entre plusieurs couches? Alors, il y avait des discussions entre les dames pour savoir quel était le meilleur système. Et bon, voilà, ça c'était extrêmement agréable. Hein. Alors, donc, ce que je vais lire maintenant, ça s'appelle Toto. Ce n'est pas sans une vive, certaine, tendre et considérable émotion que je commence à poser ici la remémoration et commémoration de ma visite à Toto. Ce fut un jour de 1995. Un beau jour frais, aéré, plein de nuages légers, un plaisant vent coulis sinuant entre les petits arcs-en-ciel de l'esplanade du quartier de Shinjuku. Je m'engageai dans l'ascenseur, conduisant à ce qui est à la fois un temple, un musée, un hall d'exposition, le quartier général de Toto, au 25e, 26e et 27e étage de la tour L. Bon, il régnait dans ces 3 étages une atmosphère feutrée, de sérieux, de recueillement même. Les visiteurs, des couples le plus souvent, jeunes surtout, étaient encore assez peu nombreux à cette heure matinale. J'étais venu assez tôt, ayant peur de la foule. Rien n'est plus désagréable que de devoir, comme c'est trop souvent le cas dans les expositions, partager notre conversation avec le chef-d'œuvre avec beaucoup d'autres regards qui sont souvent pas très adaptés. Je
je fais une parenthèse, je me souviens d'une réflexion de lycéens français, des élèves de seconde conduits par un malheureux professeur de lettres, entendu à Londres, à la Clare Gallery, devant les peintures de mer de Turner, qui sont quand même plus trop près de Rothko que d'autres choses. Ah ben, il s'est pas foulé celui-là. Bon. Je ne parle même pas des cas où on ne peut strictement rien voir, ou des dames qui sont venues, et messieurs qui sont venus bavarder, restent des heures assis sur la banquette, là où on a la meilleure vue du tableau qu'on voudrait voir. Bon. Alors, les élégantes prêtresses de Tokyo, Toto, évoluaient presque invisiblement, répondant discrètement à des interrogations techniques d'un ton où on percevait l'application d'une consigne de pure objectivité. Il est vrai que si j'avais pu entendre les questions, je n'aurais rien compris. Donc, ce n'était pas gênant. Le cœur du lieu, c'était le Toto Visual Space, l'espace visuel de Toto. Il y a une vue vaste, intérieure et extérieure. Les meilleures pièces de la collection, sculptures, photographies, sont somptueusement accrochées, chacune avec son espace propre, et n'interférant pas avec les voisines. Les œuvres offertes à ma vue, même si je saisissais le sens général de leur intention, si je reconnaissais certaines formes, auxquelles je m'attendais, n'ignorant pas la nature particulière et spécialisée du musée, avait souvent, pour moi, un caractère presque abstrait, parce que je ne pouvais rien déchiffrer des notices descriptives, bien sûr, ni rien déduire, étant donné mon ignorance crasse de la plomberie, des schémas extrêmement précis qui les accompagnaient. Mais leur beauté ne faisait aucun doute. Après m'être longuement repu du spectacle, je voulus au moment de partir emporter de la documentation qui me permettrait plus tard de venir en aide à mon souvenir. Mais il n'y avait pas de livre d'or pour exprimer mon éblouissement, il n'y avait pas de carte postale en vente, il n'y avait pas de catalogue. Les charmantes et discrètes jeunes femmes de la maison auxquelles je m'adressais ne comprenaient pas ce que je disais, ni ce que je voulais, finir par téléphoner dans les étages administratifs, d'où monta une dame un peu plus sévère, mais très légèrement anglophone. Après quelques minutes de conversation hésitante, m'ayant classé à sa satisfaction dans la catégorie très intéressante des acheteurs ou importateurs potentiels des œuvres de Toto, elle me fit cadeau d'un somptueux catalogue. C'est ce catalogue que j'ai devant mes yeux en ce moment, au moment où j'écris ça. Alors, l'existence de Toto m'a été révélée dans le temple de Kyoto où j'ai logé lors de mon premier séjour. En effet, confronté aux effets des WC Japanese style qui règnent, dont l'originalité est évidente par rapport à ceux auxquels je suis habitué et qui posent quelques problèmes logistiques aux messieurs de mon âge, particulièrement à ceux qui, comme moi, ont quelques empêchements dans les genoux, je constatais que les faïences étaient toutes signées Toto. Cela me plut. Mes amis Agnès et Didier me signalèrent alors le grand musée de Toto. Et c'est ainsi que je m'y rendis. Toto Plumbing Fixtures, Export Catalogue 1994-1995, catalogue d'exportation. La couverture au-dessous du titre est une œuvre semi-abstraite dont la moitié inférieure droite s'emplit d'une substance aquatique bleue d'où émerge comme jaillissant un mystérieux ovoïde blanc qui pourrait être un ovni. Son image est traversée de petits carrés de couleur blanche, grise ou violette, rappelant un peu ceux qui brouillent les écrans des télévisions payantes aux horaires non gratuits. C'est beau. La quatrième de couverture est d'un bleu unifrant où on lit en blanc Toto. J'ouvre et la première double page m'offre Quality and Reliability for the World. Bon. Et en dessous, on lit en assez petits caractères sur la page de gauche en un excellent nip-anglais accompagné d'une traduction. In a gathering of people, there is a community and social richness. Bon, alors voilà la traduction.
Dans un assemblement de peuples, il y a communauté et sociale richesse. Ce n'est pas seulement matérielle richesse, mais procure une plus profonde satisfaction à travers l'interaction avec le compagnon homme. Toto fut fondé en 1917 pour manufacturer le premier vitreuse porcelaine toilette en Japon. Parmi la en commun philosophie adoptée par les fondateurs, qualité et esprit de sérieux est une des basiques compagnie-mission. Bon, alors je trouvais ça absolument sublime. Et l'image au-dessous du texte est une composition cubiste, sans trop de déformation à la Picasso, hein, en ton brun, qui assemble savamment divers éléments d'une salle de bain, lavabo en vedette à la page de droite, mais dont la vitreous China Toilet Bowl discrètement est absente. La table des matières offre un choix alléchant de possibilités qu'on voudrait pouvoir présenter et, que sais-je, essayer toutes. Grâce à un programme de vente à l'essai, avec des clauses du genre satisfait ou remboursé. Un beau vert pâle. Il y a la liste de différentes séries. Il y a la série des Zaza et puis ensuite les séries Excelsior. Et bon, alors il y a différentes couleurs, hein. Vous avez un nombre de couleurs considérable. J'adore les couleurs. Dans mon texte, c'est écrit en 9 couleurs. Hein. Donc là, je les avais toutes. Hein. Il y a du bleu, du rose, il y a du cyan, il y a du vert, il y a différents verts. Et donc, dans la série Harvest Grey, la toilette, vous serez heureux de l'apprendre, est Symphonic Elongated. Et le bidet est une Overrim douche. Quant à l'urinal, il est intégral trappe. C'est une caractéristique très légèrement inquiétante. On constate avec plaisir que Toto reste fidèle au bidet, qui est presque obsolète en Europe que la poésie. À la fin des années 40, on avait tenté de vendre le bidet au public américain. Peu habitués à ce genre d'ustensile, les Anglais l'ayant toujours tenu en suspicion, associaient qu'il était dans l'âme victorienne à la débauche continentale et surtout française. Et le slogan, c'était « You don't need a bath every day. What you need is a French bidet. » Un beau slogan. Le lavatore, je suis un peu surpris de le constater, car le terme désigne un lavabo. Ils ont un peu qu'ils appellent lavatore. Alors, la série Delicia a encore plus de luxe que la précédente. Il y a 6 couleurs Excel, 6 couleurs Fancy, 6 couleurs Silky, 4 pastels, 25 couleurs différentes. Vous vous rendez compte, hein? Mais il faut dire que l'Excel Wine Red, vin rouge Excel, ou la teinte violette de soie, par exemple, ne sont disponibles qu'à la demande. Mais quand même, c'est très riche. Alors, on arrive à ce moment-là au clou de la brochure, c'est le système Washlet. Wash. C'est la toilette micro-computérisée à siège aux fonctions multiples. Oh. Donc, j'ai choisi pour le lecteur patient, on le lit dans le livre, les principales. Vous avez... probablement par discrétion, je vais le lire en anglais. Eh bien, vous avez rectal washing. With just a push of the button, a nozzle extends from under the seat to give you a soothing and gentle warm water washed from 3 nozzle openings. 3G. Par exemple, c'est la même chose. On peut décider de la position, contrôle de la position des jets d'eau. Il y a aussi le jet oscillant. C'est une fonction très intéressante qui amène une oscillation vers l'avant ou vers l'arrière qui offre, ça s'appelle l'oscillant lavement. Et cette fonction autorise le bec à osciller arrière et avant
procurant maximum la vente, action pour toutes les positions. Voilà. Et évidemment, c'est très important parce qu'il peut faire froid quand même au Japon, à Tokyo. Hein. Donc c'est la siège chauffée. Donc, le siège, ça s'appelle le chauffe-siège. Le chauffe-siège, facilement contour et siège, assure que même le plus froid hiver jour peut être confortable. Vous sélectez la température entre 30 et 40 degrés. Un intégral senseur maintient la sélectée température. Le style est tellement beau. Alors il y a ça démarre très doucement. Ça démarre très doucement, ça s'appelle doux départ. Pour le rectal lavage et le bidet, il démarre vaporisant eau qui graduellement devient plus forte jusqu'à ce qu'elle atteigne une fixée force. Voilà. Le développement assez considérable de cette affaire Toto tient à la circonstance de ma prose, que je vais vous indiquer maintenant. En effet, au début, j'avais fait juste une parenthèse. Mais dans le cas présent, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse, d'abord que je traite le sujet un peu plus longuement, à cause du point de vue stylistique. Parce que la prose que j'écris, elle est très différente. Quand je raconte une visite dans un des plus beaux jardins, j'emploie pas exactement le même style que là. Donc, vous voyez, les styles doivent être adaptés à ce qu'on raconte. Les Japonais ont comme ça des panoplies de styles que les poètes emploient. Il y en a jusqu'à 10 ou 12. Hein. Il y a le style des choses comme elles sont. Bon. Il y a le style du passé, le style du mystère et profondeur. Différents styles comme ça. Donc là, il fallait que je réfléchisse à la façon dont je devais traiter l'affaire Toto. Hein, c'est évident. Donc, au départ, dans la première version, j'avais choisi ce qu'on appelle la wabi mood, hein, au sens ancien, c'est-à-dire dénuement, privation, dépossession, délaissement, désolation, détresse, langueur. Ce n'était pas très adapté. Conformément à mes réflexions, cette interprétation du wabi était impossible, il fallait donner une couleur positive, dans une certaine mesure, comme dans les textes où on décrit la façon de faire le thé, hein. Le way of tea, hein, comment faire le thé. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, vous connaissez bien les styles japonais, mon épisode commence dans le style 2, c'est-à-dire Shimoto-tai, le style bourré de mystère. Parce qu'au début, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc, c'est le style du mystère au début. À un certain moment, vient apparaître, on l'admettra aisément, un mélange effervescent du yo-yo-tai, le style du sentiment au-delà des mots, qui dépasse les mots, le style shashi-tai, représentation fidèle d'une aspiration ardente, hein, vous voyez, le kojo-tai, le sentiment élevé, et surtout le kyujo-tai, le style de la force prodigieuse qui commande la situation, et finalement on termine par la floraison magique, le kaentai. Voilà. Et le passage se termine comme il avait commencé, par le style du double sens. Musée, pas musée. Et voilà. Au moment de consigner à nouveau mon catalogue Toto au silence d'une étagère presque inaccessible, je l'ouvre une dernière fois. La page 205 se présente, c'est la page des miroirs. Vous savez, des miroirs de 5 couleurs. Pastel pink, wine red, Excel blue et pastel blue. Et comme il s'agit d'une variété de blanc, j'ai pris la couleur de police blanc, ce qui fait qu'on ne voit rien à l'écran. Bon, si par miracle j'arrivais à trouver un moyen de rendre public cette prose, c'est fini par arriver, je serai obligé de mettre les couleurs exactes, cela va sans dire. Il y a beaucoup de types de miroirs, des décoratifs, des réguliers, etc., etc. Et en quittant Toto, je suis saisi d'un peu de wabi mood, un peu de nostalgie. Voilà. La rencontre avec Toto.
une fois que j'ai accumulé suffisamment de ces notes au cours des années, au cours de mes différents voyages, je me suis dit que j'aimerais bien faire un récit d'ensemble qui travaillerait dans ce que j'appelle le style de l'infraordinaire, les choses qu'on voit en marchant dans la rue. Bon. Et à ce moment-là, il existait une publication qui s'appelait Inventaire Invention, qui faisait des choses sur écran, parmi les premières choses qui étaient sur écran, et de temps en temps, ils en faisaient des impressions, si c'était demandé par l'auteur ou demandé par des lecteurs. Donc je leur ai proposé ça, et ils ont trouvé que c'était intéressant, ça pouvait leur servir un peu de publicité, parce qu'il y avait 9 couleurs. Donc ça montrait les choses qu'on pouvait faire sur écran, qu'un éditeur ordinaire aurait beaucoup de mal à faire. Si vous pensez que c'est le milieu des années 90, quand j'ai commencé, la première édition apparue en 2003, c'était beaucoup plus difficile de faire des choses en couleur. C'est moins difficile maintenant. Enfin, c'était très difficile. Donc voilà, c'est paru comme ça. Et puis après, j'ai fait une deuxième édition qui était beaucoup plus importante et dans laquelle j'ai développé considérablement ma fameuse rencontre avec Toto. Alors j'espère, mais ça c'est pas du tout sûr, mais j'ai quand même l'espoir de pouvoir aller présenter mon ouvrage à Toto, dans l'immeuble de Toto, si du moins Toto, bon, qui hésite beaucoup. En fait, on a pris contact avec la société, qui était toute fière, mais dans la culture japonaise, il y a 15 personnes qui traitent le dossier actuellement dans la compagnie Toto pour savoir s'ils vont accueillir Jacques Roubaud dans le showroom des Toto. Voilà. Génial. Donc oui, c'est intéressant parce qu'ils sentent qu'il y a un public d'acheteurs potentiels évident à la suite de ma description qui ne se précipitera pas sur d'une de ces merveilles proposées par Toto. En même temps, ils ne sont peut-être pas certains de l'esprit dans lequel le texte a été écrit. En tout cas, ils n'ont pas encore percé sur le marché français, ça c'est vrai. Non, et ça pourrait être utile pour eux. Alors, les amis japonais qui ont lu ce texte, alors, ce qui s'est trouvé, c'est que mon Tokyo infraordinaire présente un avantage qu'a saisi un éditeur japonais. Ce qui fait que moi, qui suis un gaijin, c'est-à-dire un étranger, qui ne connaît vraiment pas de japonais, qui suis un alphabète dans Tokyo, mon texte a été traduit en japonais. Je suis très émerveillé. Pourquoi? Alors l'éditeur m'a expliqué très gentiment que la raison était très simple. Supposez un provincial du Japon qui vient d'une lointaine province, il arrive à Tokyo. Quand il arrive à Tokyo, il est un peu comme moi. Il peut bien parler avec les gens, mais il ne peut pas lire le nom des stations parce que ce sont dans des idéogrammes spéciaux pour les stations qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a aucune raison qu'ils les connaissent. Donc ils sont un peu aussi analphabètes. Donc ils se sont dit, voilà ce qu'on va faire. On va présenter ça comme un guide pour les Japonais de province, parce qu'en effet, je décris toutes les stations de Yamanote, je décris ce qu'on voit quand on marche dans les rues. Ben, c'est très bien, c'est excellent. Pour les temples, ils n'ont pas besoin de moi, mais pour ça, c'est très bien. C'est des choses qu'ils ne vont pas trouver dans leur guide. Voilà. Et donc, ils ont fait des ventes il y a une des stations de la Yamanote Line, celle où les gens du Nord arrivent. Ikebukuro. À Ikebukuro, et ben voilà, on donnait en vente ce guide, le fameux guide de Tokyo Central par le célèbre voyageur Rubo. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est une très jolie édition, comme font souvent les Japonais, qui reproduit exactement l'édition originale. Alors c'est vraiment très, très élégant, je suis sûr que c'est nettement plus beau que mon texte. C'est mon traducteur japonais qui l'a fait, M. Tanaka, et voilà. Et puis alors, il se trouve que ce texte n'était plus disponible, parce que Inventaire Invention a eu des problèmes et ils ont disparu. Et à ce moment-là, bon, le livre n'est plus disponible. Heureusement, M. Martin, qui était à ce moment-là, avait une maison d'édition
qui a publié un livre précédent de moi, une ode, l'ode à la ligne 29 des autobus parisiens, sous le label Attila, mais il allait créer une nouvelle maison d'édition nommée Tripode. Et ça, tout à fait adéquat, parce qu'il se trouve que, à l'occasion de mon travail au Japon, de mes promenades dans Tokyo, pour décrire les choses, j'ai inventé une nouvelle forme poétique qui s'appelle le trident. Donc ça va tout à fait pour les éditions Tripode. Les tridents pour les éditions Tripode. C'est une forme poétique qui a un gros avantage, elle est très courte. C'est un gros avantage. Bon, les Japonais sont célèbres pour avoir une forme poétique très courte qui est le haïku, dont on dit mot et merveille parce qu'il n'y a que 3 vers, ça fait 17 syllabes en tout. Mais en fait, le haïku est trop long. Et pourquoi il est trop long? Pourquoi il est trop long? Si j'ai le temps, je vais vous le lire, le dire pourquoi il est trop long. Je crois que j'ai amené ma explication. Pourquoi est-ce que le trident est trop long? Où est-ce que c'est ça? Le trident est trop long pour la raison suivante que j'explique dans mon livre. Alors. Bon, moi je l'ai pas amené, mais je vais vous l'expliquer de vive voix, c'est très simple. Il y a un moment où dans ma vie professionnelle, j'étais un mathématicien. Et il se trouve qu'une année, j'ai été invité à aller faire un cours aux États-Unis. Au moment de partir, je me suis adressé à un organisme qui permet aux professeurs étrangers venant à Paris de se loger, ce qui est très difficile à Paris, parce que les universités n'ont pas de logement de fonction, c'est horriblement difficile. Donc, qu'est-ce que fait que cet organisme met en rapport un professeur français d'université qui s'en va enseigner, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, et qui va céder son appartement pendant un certain temps. Et on m'a envoyé un Japonais. Alors, il est arrivé, faut que je lui donne les clés. Il a été tout content parce que mon appartement est très petit. J'ai 22 mètres carrés. J'ai 22 mètres carrés. Il avait très peur de ces appartements immenses pour les Parisiens. Alors que 22 mètres carrés, bon, c'était un peu spacieux, mais enfin, c'était bien. C'était bien. Il était très content. Alors, on a bavardé en nippo-anglais, en French-Glish, bon, un petit peu comme ça. Et je lui ai demandé, par politesse, qu'est-ce qu'il venait faire comme travail. Bon. Il me dit qu'il était venu étudier Maruro et Vito Gentushan. D'accord, je n'ai pas très bien compris, mais en y réfléchissant, j'ai compris que Maruro, c'était Malraux, et Vito Gentushan, Wittgenstein. Bon. Je ne sais pas quel rapport il établissait entre Malraux et Wittgenstein, ça c'est pas le problème. Ce que j'ai retenu de ça, et qui était particulièrement intéressant, c'est que Maruro, ça a 3 syllabes, alors que Malraux n'a que 2. Et Vito Gentushan, 5 syllabes, alors que Wittgenstein n'a que 3. Ça veut dire que quand le haïku a 17 syllabes, c'est beaucoup trop long. Il faut transposer en français pour raccourcir. Alors mon trident est encore plus court que ça, il a 13 syllabes en tout. 5, 3, 5. Et ça, en plus, je marque que c'est voilà. J'ai un beau dessin qui montre comment il est fabriqué. Voilà. Bon, alors, nous passons maintenant à la deuxième chose, qui est la mise en livre de ça. Et cette mise en livre, le responsable est M. Martin qui va vous expliquer ce qui a été fait. Peut-être que d'abord, le public veut poser des questions sur le texte. D'accord. Sinon, je bascule volontiers, mais je vais dire encore des choses terribles sur Jacques Foucault. En fait, c'est un charmeur. Vous ne l'avez pas encore compris. Mais l'histoire avec Jacques a commencé avant même le texte sur Tokyo, puisqu'effectivement, j'avais travaillé sur un premier livre qui s'appelle Ode à la ligne 29. Et d'ailleurs, moi, mon fantasme, c'était pas parce que la maison s'appelait maintenant le Tripode, et cette histoire de trident, moi, mon fantasme, c'est de faire une collection complète avec Jacques Roubaud, prendre des transports en commun. Parce qu'on a les bus, on a le métro avec Ode à la ligne 29, j'attends le train, j'attends l'avion, voilà. Ça serait mon idéal. Mais le tout premier texte, en fait, ça s'est passé de manière très simple.
La maison d'édition a pour réputation de travailler sur des maquettes pour chacun de ses auteurs, ses ouvrages, d'essayer de trouver l'adéquation la plus forte possible entre le texte et son objet. Et un beau jour de printemps arrive une dame, Mireille Cardot, par Jacques Abeille d'ailleurs. C'était une amie de Jacques Abeille qui me dit « Oh, j'ai un texte formidable pour toi. » Alors je lui dis « Montre !» Et elle m'offre un texte de Jacques Roubaud. Et c'était Aude Aline Van Neuve. Et je dis « Super, je vais... » Mais j'ai même pas le temps de prévenir Jacques Roubaud que 3 jours après, Michel Ignazi, grande libraire parisienne, vient me voir en me disant « Ah, j'ai un texte formidable pour toi. » Je me dis « Chouette, c'est ma semaine de chance. » Et en fait, c'était le même. Et donc, j'avais 2 groupies de Jacques Roubaud qui, simultanément, se croyant porteurs de la vérité, m'avaient amené un texte qui était un peu comme Aude à la Une Van Neuve dans l'infraordinaire, dont on pourrait d'ailleurs parler un peu parce que vous avez expliqué ce que c'était que l'infraordinaire. Moi, je pense que c'est une histoire de radiation. Le problème des grands écrivains qui veulent traiter des grands sujets, c'est que souvent, ils parlent que d'eux-mêmes. Et qu'en partant d'objets ou de situations très humbles, on fait beaucoup plus attention à ce qui se passe et à la radiation des objets. Et quand vous lisez les textes de Jacques Roubaud, il y a une humilité dans son rapport au monde qui est extraordinaire parce que tout d'un coup, le livre se peuple de 1000 possibles. Donc c'est un infraordinaire qui est souvent beaucoup plus riche que des œuvres qui prétendent traiter de grandes choses. Ça fait penser un peu...